Bonsoir à tous, bienvenue dans Infrarouge avec ce soir un nouveau film inédit, un film que j'ai réalisé et que je suis extrêmement heureuse de partager avec vous ce soir. Il s'agit d'un film sur la difficulté de grandir et de se construire quand on est un enfant différent, en l'occurrence un enfant surdoué. Ils sont environ 500 000 en France, sans doute beaucoup plus, mais qui l'ignorent encore. J'ai voulu aller voir ce qui se cachait derrière cette image souvent caricaturale et stigmatisante qui leur colle à la peau, de petits génies en herbe capables de sauter les classes, franchir les obstacles sans état d'âme ni difficulté. La réalité est tout autre. J'ai rencontré des filles et des garçons doués d'une intelligence singulière et d'une grande sensibilité qui ne trouvent pas leur place dans le système scolaire classique et souvent souffrent en société de leurs différences, généralement mal comprises. Voici le courage de grandir. On se retrouve juste après pour le débat. À tout à l'heure. Shivers offshore through the tides of oceans. We are shining in the rising sun. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Oui. Bonjour. 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 Oups là. Ça va? L'année 2016 est une année bissextile, donc 366 jours. Ouais. Bon, c'est pareil, un jour, c'est pareil. Bah non, c'est 23h56 minutes et 4 secondes de différence, sans compter tous les nanosecondes, toutes les millisecondes et tout ça, alors... c'est pareil, ça. Pourquoi vous êtes dans cette école? Parce que c'est une école spécialisée sur le fonctionnement intellectuel de notre cerveau. C'est spécialisé sur notre état scolaire. C'est quoi le fonctionnement spécifique de ton cerveau, par exemple? Il est très actif. Moi, je réfléchis. Moi, je suis à peu près bon en tout, en moyenne à peu près, mais en maths, j'éclate les records. En gros, quand je dis j'éclate les records, je suis beaucoup plus haut que la moyenne, parce que déjà sauter de classe pour une matière, c'est balèze. Les enfants? J'aimerais peut-être bien faire un exposé sur les quarks et les atomes. Alors en fait, on arrive à découvrir de nouvelles particules qui sont l'antimatière. Donc aujourd'hui, on fait un coup de projecteur sur Marcel Proust. Pour l'instant, on va se contenter de lire la première page. What are religions of South Asia? There are mainly two. Hinduism. On va vous poser quelques questions avant de passer à la suite. Aïe, aïe, aïe. Il y a pas mal de rendez-vous à prendre que j'ai pas mis dans le document, Agnès. Oui, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Elle m'a appelé en fait. Le dossier d'inscription de la petite Alice dont je te parlais. On a un courrier de la petite fille. Et là, la petite Alice écrit « Chère madame, je vous écris cette lettre car je veux absolument pouvoir entrer dans votre école et pour cela, j'ai entendu mes parents dire qu'il fallait écrire une lettre de motivation, mais je suis vraiment stressée. Tout d'abord, je voudrais vous dire que cette lettre, je l'ai vraiment faite toute seule. Si je ne réussis pas cette lettre, je ne saurais pas comment faire pour l'école où je suis car je n'ai aucun ami, copain, copine et ils me rejettent tous. Là-bas, à mon école, je peux poser des questions, mais sur toutes mes questions, ils ne m'en répondent que à 8%, ce qui fait déjà beaucoup, mais pas assez. J'aimerais avoir une école qui comprendrait mes besoins. Je veux une vie me correspondant. » Et ce qui est très clair dans cette lettre, c'est qu'effectivement, nos élèves jouent souvent des rôles et ils jouent des vies qui ne sont pas les leurs. Et là, elle est donc très très claire dans sa demande. J'espère rentrer dans votre école pour toutes ces raisons et que si je suis acceptée, je voudrais que ça se fasse au plus vite. Donc on va la rappeler au plus vite.
Alors, l'objectif de cet entretien n'est absolument pas une performance. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, tu peux être détendu par rapport à ça. Voilà. Comment tu savais que tu n'avais que 8% de réponse à tes questions? Parce que je connais toutes mes questions. Enfin, j'en ai. Si je pouvais les poser, je pense que il n'y aura plus personne qui pourra les poser dans la classe. Alors, le souci qu'on a, c'est que dans nos classes, nous avons 16 à 18 élèves qui sont comme toi. Donc forcément, il faut faire un choix dans les questions. Mais vous avez le droit de parler, vous avez le droit d'en poser. Parce que c'est important de pouvoir poser vos questions, parce que la question va enclencher le processus cognitif. En fait, parfois, ce n'est pas forcément la réponse dont vous avez besoin, mais c'est surtout la question que vous devez pouvoir poser. On a vu tellement de systèmes où ils promettaient des règles, un projet pédagogique qui systématiquement n'a pas été respecté. C'est-à-dire qu'on a essayé à peu près tous les systèmes, en tout cas tels qu'on a pu en trouver. Donc on a essayé le public classique, les écoles européennes, puisqu'on était à l'étranger, qui avait cette possibilité, écoles privées catholiques d'obédience jésuite, lycée français, et maintenant système Montessori. Voilà, donc, je vais trouver une école qui ne soit pas dans un extrême ou dans l'autre. En fait. Donc, par rapport à, une fois de plus, par rapport au profil d'Alice, c'est-à-dire soit une école qui la contraignait beaucoup trop à rentrer absolument dans un moule dans lequel elle avait le sentiment de dépérir parce qu'il fallait qu'elle se contraigne à rentrer dans ce moule, ou bien au contraire, on pensait que c'était la solution, d'avoir au contraire une approche pédagogique beaucoup plus libre, mais qui en fin de compte est trop libre. Et donc cet équilibre, on espère le trouver ici. Alors, nous ne sommes pas une école miracle, ça c'est sûr. L'une des caractéristiques de nos élèves, c'est qu'ils sont en mouvement permanent. Nous, on est là surtout pour ne pas couper leur élan, pour leur apprendre justement comment fonctionne cette fameuse société très normative, pour les aider à trouver leur propre marque à l'intérieur de tout ça, réussir à être eux-mêmes sans souffrance, voilà, sans se renier, mais juste prendre en douceur leur place dans la société tranquillement. Voilà, c'est vraiment très important pour nous. Moi, je crois qu'elle a un potentiel de personne humaine extraordinaire et que ce serait bien qu'elle puisse s'en libérer. Je sais qu'à l'âge adulte, il y a moyen de trouver. Si en fait ça existe pour que dans l'enfance, ça puisse se construire sereinement et éviter des enfances en étant mal, en ayant froid, en détestant aller à l'école, en se sentant mal, peu importe qu'on ait des bons résultats ou pas, hein, ça change rien. Bah, si ça c'est possible, alors on fera tout pour que ce soit possible pour Alice. Tu vas voir Solveig. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bah, en fait, ça se passe pas bien avec les autres enfants, ça s'est jamais bien passé. Elle comprend pas ce qu'ils font, elle comprend pas de quoi ils parlent, elle voit pas pourquoi est-ce qu'on parle de films d'horreur alors que ça terrorise. Elle voit pas pourquoi quand on s'ennuie à la récré, on envoie salut à tout le monde sur son portable alors que ça n'a aucun intérêt. Ils veulent jamais parler de rien et il y a des jeux de pouvoir. Et elle déteste les jeux de pouvoir. Et puis elle comprend pas pourquoi est-ce qu'eux ils savent que telle règle n'a pas besoin d'être respectée alors qu'elle elle la respecte et finalement c'est elle qui est marginalisée pour la respecter. Et puis elle comprend pas, elle comprend rien en fait. Et en plus elle a un profil qui génère un certain nombre de frustrations avec un QI verbal qui est vraiment élevé parce que c'est vrai que les échelles de Wechsler elles s'arrêtent à 160, elle est à 150 donc ça veut dire que quand même dans sa tête ça va très 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 vite. Mais en fait c'est le moteur de Formule 1 avec la carcasse de la 2 chevaux. Donc le moteur il part et les portes elles tombent et c'est très frustrant. Pour eux, c'est vraiment difficile à vivre parce qu'ils ont quelque chose de, je pense, de fantastique dans la tête. Des idées, des questions, une sorte de perfection. Et quand ils produisent, pour eux, c'est lamentable. Donc effectivement, c'est la sensation d'être nul. Alors que non, ce qu'ils produisent, c'est plutôt même mieux que ce qu'on attend. Mais c'est certainement pas à la hauteur de leurs espérances. Et c'est certainement pas à la hauteur de ce qu'ils ont dans la tête. On a des élèves qui surchargent leur mémoire perceptive, mais qui savent rarement travailler avec leur mémoire de travail. D'ailleurs, c'est ce que ça montre. Et donc, pas non plus forcément avec leur mémoire à long terme. Donc c'est compliqué. Parce que du coup, ils ont mal à la tête. Voilà. Ça explique Justine. Oui, mais est-ce que... Oui, non, mais d'accord, mais oui, non, mais là, il y a encore la question du temps. Le début du film est-il vraiment le déformé? Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui. Non, mais on voit... Depuis que j'étais toute petite, j'étais convaincue que j'étais précoce. À l'époque, on disait surdouée, mais je me souviens, j'étais allée sur Internet et la description, ça me correspondait totalement.
Pendant toute ma primaire, mes parents étaient très exigeants avec moi au niveau des notes. Déjà, c'était vraiment le truc. Encore aujourd'hui, c'est assez compliqué pour moi dans le sens où je suis du coup très exigeante vis-à-vis de moi-même. Même si je suis pas particulièrement sous pression, il faut toujours que j'en fasse plus. Quand je suis allée passer le test de précocité, quand on m'a donné le bilan, j'étais avec mon père et il a dit bah voilà, votre fille est précoce. Et il a dit un truc que je pense pas que je vais oublier. Il a dit ah c'est super. Et je comprenais pas pourquoi il disait ça parce que c'est comme si j'avais eu une bonne note à un examen quoi, alors que ça a rien à voir en fait. Je pense être différente de l'année dernière. Je pense être différente d'il y a 7 ans. Et je pense que l'an prochain, je serai différente de cette année. Il y a 8 ans, je me serais jamais vue arriver jusqu'au bac. Il y a toujours des événements qui se produisent qui me changent. Et moi, j'aime pas trop changer. Et j'aime pas trop quand les gens changent. Mais bon, on est obligé. Donc bon, c'est pas grave. Quoi? C'est un peu confus ce que tu viens de dire, ma chérie. C'est parce que c'est confus pour moi. Je veux pas être... Je suis Confucius. Je sais pas, c'est drôle. Non, c'est pas une drôle de blague. Moi, je trouve que c'est drôle, c'est absurde. Ouais, c'est pas drôle. C'est pas grave. Maintenant, je stresse, Manon. Bravo, bravo. Merci. Merci, maman. Non, bah c'est pas moi. Tu veux encore du thé? Non, c'est bon. Tu as toujours ta carte d'identité ou pas maintenant? Toujours. Allez, on y va. Allez, bonne journée. Et du coup, tu passes par en bas. Ça passe par là, il paraît. Ah, d'accord. Quoi? Oui, on se fait un bisou quand même. Pas toujours, mais... Alors, on va passer du coup sur l'atelier d'écriture, puisque j'ai communiqué vos 6 word stories qui ont eu beaucoup de succès. Vous aviez plein de choses à dire, même en 6 mots. Donc j'aimerais qu'on continue là-dessus et qu'on puisse avoir un travail régulier qui soit à la fois sur votre expression anglophone et sur votre expression artistique, hein, je mets ça entre guillemets, mais créative en tout cas. Barking at the door, nobody came. Ah, toi t'aimes bien les chiens, aujourd'hui c'est le thème. Et la première phrase n'était pas forcément en lien avec les chiens. Non mais bon, on imagine, ou alors c'est un petit enfant mais c'est encore pire. Barking at the door, nobody came. Oui. The song of soul is dying, sorry. The song of soul. Yes. Soul comme l'âme. Mhm. Pas le prénom soul. Non. The song of soul is dying. C'est quand même très mystérieux, hein. Ça fait presque psaume religieux, mais c'est bien. Vous êtes passé à un niveau, disons, spirituel que la dernière fois, qui était quand même un peu plombant, quoi. C'était intéressant, mais c'est vrai qu'il n'y avait que des morts partout. Là, au moins, c'est un peu plus éthéré. Ma vie scolaire, c'était une catastrophe parce que je comprenais pas. Et je voyais que tout le monde comprenait. Donc je comprenais encore moins pourquoi je comprenais pas. Je savais même pas que j'avais un emploi du temps. Hein, je venais en cours, mais je savais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps punie et pourquoi ça semblait normal que je sois punie. Si j'étais restée là, je serais devenue un robot cassé. Un robot qui ne peut pas marcher selon leurs critères. Parce que je ne comprenais pas la méthode
Enfin, un robot qui comprenait rien et qui... Je voulais pas faire comme tout le monde. Ça m'intéresse pas vraiment. Donc je regrette pas de pas m'être adaptée. Après, ce serait peut-être plus simple pour d'autres gens que je me sois adaptée, mais moi je regrette pas de pas m'être adaptée. Ou de pas être adaptée. C'est peut-être ma faute aussi. Bon. Je vais tourner l'image et Yérim, tu vas venir ici s'il te plaît et tu vas nous décrire l'image. Alors, on laisse voir d'abord. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Un singe, un canard, un manchot, un éléphant, un poisson. Et alors, qu'est-ce qu'il dit le maître? Pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même examen. Vous allez devoir grimper à cet arbre. Est-ce que ça vous semble juste, Joseph? Je pense que c'est pas très juste. Pourquoi? Parce que les éléphants et les poissons, je vois pas comment ils pourront faire. Par contre, pour le singe, ça va être facile de monter. Il a l'habitude de grimper aux arbres. Si par exemple, dans une école, on vous disait, Kenji, tu vas devoir faire la même chose qu'un autre élève, que Joseph par exemple, est-ce que vous avancez au même rythme? Est-ce que vous faites la même chose? Non. Est-ce qu'on vous demande de faire tout à fait la même chose? Non. Moi, je peux pas être exactement au même rythme que Louis. C'est ça. Et inversement. Donc on avait dit, du coup, on va pas se moquer des autres, mais aussi on avait vu que l'apprentissage, parfois, ça crée des moments de frustration quand c'est difficile. Louis, est-ce que tu te souviens de quand on avait dit que faire une erreur faisait partie aussi de l'apprentissage? Parce que moi, en vrai, je m'énervais pour que j'ai fait une simple erreur alors que c'était pas grave. Alors que c'était pas grave de faire une erreur. Là, on arrive à la fin du cours. Vous notez bien vos prénoms sur les dessins? Oui, je vais ramasser. Il est là. Putain, t'as eu la varicelle à 4 ans? À 3 ans. Ah, et donc la rentrée, parce que je l'ai eu à la rentrée. Donc la rentrée, elle a été reposée d'1 ou 2 semaines. Ah ouais. Cool. Ça dure 2 semaines, une varicelle? Ça peut durer plus longtemps. Très agréable. Et pourquoi t'as changé d'école plein de fois et que t'es arrivée ici? Comment t'es arrivée Alors, ici? premièrement, en fait, j'étais à la Martine. C'est une petite école gentillesse. Fais gaffe, s'il te plaît, fais alterne. Enfin, tu vois, fais rouge. La maternelle, ça s'est bien passé. Puis après, quand j'ai été en CE2, j'ai commencé à m'ennuyer. Mais à vraiment m'ennuyer. Ouais, genre, en cours, j'étais là. Mais ça fait la 4e fois qu'elle le répète, la maîtresse. Pourquoi ils n'ont pas compris? Pourquoi? Moi, j'ai commencé le CP. Enfin, ça allait pas du tout. C'est-à-dire, j'avais aucun ami. Ah! Tous les jours, je rentrais en pleurs. Je le montrais pas. Et j'étais amoureuse d'un garçon. Mais alors, j'ai jamais été amoureuse d'un garçon pour de vrai. J'ai dû en avoir beaucoup, mais juste pour en avoir. Tu vois, avoir des amoureux pour en avoir. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'était juste que je voulais en avoir pour être acceptée. Pour être acceptée dans... J'essayais toutes les manières. Donc, j'essayais de me dire, je vais faire comme si j'étais amoureuse. Et le lendemain, tu vois, je commençais à avoir de la sympathie pour lui, tu vois, et tout. Et puis, je commençais à vraiment, ça devenait mon meilleur ami, quoi. Et puis là, je lui dis, ça va? Il me dit, désolée, je te quitte. Et j'étais là, quoi? Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mes parents... Comment vous vous êtes rencontrés? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit à mes parents... Non mais vous savez, c'est tant pis pour lui. Hein. J'étais très... Il avait de la chance, hein, mais c'est tant pis pour lui, quoi. Moi, j'ai déjà envie de pouvoir être adulte. Je réfléchis, j'aimerais savoir comment est-ce que réfléchit un adulte. En tant qu'élève, je pense que j'ai plutôt 11 ans, mais en tant qu'humain, je pense que j'ai plus qu'11 ans. C'est plus dans les années, c'est plus dans la complexité de la pensée. J'ai aussi l'impression que quand on est précoce, on a envie de se poser, il y a toujours un pourquoi. Pourquoi?
c'est toujours un pourquoi de pourquoi est-ce qu'il se passe ça, pourquoi est-ce que la vie est faite comme ça, pourquoi est-ce qu'on doit mourir, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres, pourquoi, c'est toujours un pourquoi, on peut jamais s'empêcher de se dire pourquoi. Donc voilà. Dans ma tête, j'ai l'impression que c'est un gros bric-à-brac, vraiment un bazar, hein, et que je dois chercher pour trouver ce que je dois utiliser. J'ai l'impression que dans ma tête, il y a un petit bonhomme qui fouille dans tous les tiroirs et dans tout le bazar qu'il y a pour chercher les règles de grammaire, et parfois, il ne me trouve pas. J'écris pas très bien. Avant, c'était pire, vraiment pire. Et donc j'ai dû prendre des cours de psychomotricité fine pour m'améliorer. Et donc depuis, ça s'améliore, mais il y a encore quelques progrès à faire. Beaucoup même. On pense trop vite et on pense pas à écrire correctement. Enfin, notre cerveau va plus vite que la main. Et donc, ça se retrouve mal écrit, ou on oublie des syllabes, ou on les inverse. Ça arrive. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Pas mal. De Gaulle, Première Guerre mondiale. C'est sûr que De Gaulle il vient avant la Première Guerre Oui, mondiale. parce qu'il est né avant. Ça peut pas être que la date de naissance, il faut mettre la date d'occurrence des événements. De Gaulle, il devient célèbre après la Première Guerre mondiale. Et moi, je compte de la naissance. Et il y a possibilité d'argumenter ou c'est... Non, on est en démocratie, c'est mais ficelé, limité. ficelé. Mais moi, maman, je parle quand même de l'ordre de naissance. Oui, mais j'ai une divergence assez fondamentale sur le classement pour De Gaulle quand même. Hein. Je maintiens mon point. Quand il était lieutenant, il avait 18 ans. Et c'est bien ça, le lieutenant à 18 ans? Pratiquement personne est lieutenant à 18 ans. Moi, je connais très mal l'armée, chaton, hein, donc j'ai pas d'avis. Mais toi, Choupinette, alors comment ça s'est passé la journée? Il y a mon club de yoga qui n'a pas eu lieu à cause du parc. Le yoga n'a pas eu lieu. Ben, j'ai compris ça. On m'a un petit peu plombé le moral pendant la journée. Mais c'est vrai, quand on prépare quelque chose et que non, on le fait pas. Bah, c'est hyper décevant. Je pense qu'il n'y avait pas malice. Ouais, je pense que personne ne voulait te faire de peine. Je pense qu'ils se sont juste dit, youpi, il fait trop beau, on a été enfermés tout l'hiver, on emmène tous les élèves dehors, tu crois pas? Mais après, Choupinette, c'était de l'énervement ou c'était de la tristesse? Les deux. Les deux. Au début, c'était plus de l'énervement, ensuite, c'était de la tristesse parce que ça m'a vraiment pourri ma journée. Et tu l'as senti qui montait. D'ailleurs, je suis en train de monter là. Ah ouais. De la crèche au CP, j'étais à peu près comme les autres enfants. Ce qui m'a surtout affectée et ce qui m'a surtout isolée, c'est la mort de mon grand-père quand j'avais 6 ans. C'est à partir de ce moment que j'ai vraiment commencé à exprimer ma différence. Ce poids sur le cœur, je l'ai toujours, mais il est beaucoup moins lourd. Imaginons que c'était à l'époque, c'était un haltère de 100 kilos. Maintenant, il n'en fait plus que 10. Il est diminué, mais il est toujours là. C'est comme une tache de confiture de mûre sur un t-shirt blanc. On arrive à l'enlever un petit peu, mais elle sera jamais complètement partie.
Il a cours Octave là? Parce que vu ce que vient de me dire Agnès, je pense qu'on va le faire descendre. Comment ça pipoter n'importe quoi. Donc on a eu un petit entretien avec ta maman là pour pouvoir faire un petit débrief du début de l'année, un peu sur tous les plans. Donc on a parlé un peu de la différence d'âge forcément, et donc de la plus ou moins grande facilité de gestion du stress en fonction de l'âge, puisque toi t'es rentré quand même en seconde à 12 ans, alors que normalement on rentre en seconde à 15 ans. Alors même si tu as eu 13 ans voilà, après, le fait est que voilà, rentrer en seconde à 12 ans, c'est pas anodin non plus, c'est un des paramètres qu'il faut prendre en compte. On voulait te parler aussi de ton devoir de SVT. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le vendredi, j'ai oublié de lui rendre. D'accord. Non, le vendredi, je l'ai croisé et il m'a dit de le mettre dans la salle des professeurs. Je l'ai mis dans la salle des professeurs. Et le lundi, il m'a dit qu'il ne l'avait jamais trouvé. Du coup, j'ai dû le refaire pour aujourd'hui et là, je l'ai donné. Je peux intervenir? Ouais. On a 3 versions, ça fait un peu trop de versions là. Alors, ce qui s'est passé, c'est encore ce que je vais te dire, c'est que j'ai vu Monsieur Vido le vendredi qui m'a dit de le mettre dans la salle des profs. À Agnès, je lui avais dit que je l'avais envoyé par GQ, c'est vrai. J'avais envoyé un message à Monsieur Vido lui disant que je lui rendrais le lendemain. Et à ce moment-là, je l'ai posé dans la salle des profs. Et on l'a plus jamais revu. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre, oui. Et donc tu l'as refait? Oui, je l'ai refait et là, je lui ai donné. D'accord. Et quand tu lui as donné quand? Je l'ai donné ce matin, là, je lui ai donné nom propre, là, il n'y a pas de... En tout cas, tu peux être rassuré, les professeurs n'ont pas l'impression que tu fais le minimum, ils n'ont pas l'impression que tu es en difficulté, c'est juste que tu es aux alentours de la moyenne et qui savent qu'avec de meilleures techniques d'apprentissage, ce serait plus fluide pour toi. De toute façon, on revient toujours à elle, c'est pas une question de notes, on s'en fiche complètement des notes. Tout le monde s'en fiche, c'est de prendre un peu de plaisir et de surtout réussir à vivre. Et puis que si tu travailles, ça paye. Parce que travailler et ne pas avoir les résultats attendus au bout, c'est un peu frustrant quand même. Ouais. Bisous. Pourquoi est-ce qu'il choisirait d'avoir un état en particulier? En dehors du fait qu'il y a beaucoup de grands électeurs. Parce que si on remporte un état, on remporte... Ça fait 2 ans qu'on me dit qu'il faut que je me mette à travailler. Et ça fait 2 ans que je me suis pas vraiment mis à travailler. Je pense que le fait d'avoir sauté les classes sans me mettre à travailler, c'est pas tout à fait exact. En fait, jusqu'en 6e, je travaillais, c'est-à-dire que je faisais ce qui était demandé. En arrivant en 4e, je me suis dit, j'ai sauté de classe, je vois pas pourquoi je devrais me mettre à travailler maintenant. Je suis intelligent, pourquoi travailler? Parce que dès que je veux me mettre à travailler, ça m'ennuie vraiment. Et du coup, je me mets à faire quelque chose, je me dis, dans 5 minutes, j'arrête, je me mets à travailler. Sauf que, vu que j'ai pas du tout envie de me mettre à travailler, je continue la chose, etc. Ça fait que les heures qui étaient données pour un travail se réduisent et du coup, tout ce qui va avec est forcément moins bon. Et je pense que c'est parce que ça m'ennuie que j'arrive pas à me mettre à travailler. Je pense que j'ai dû faire beaucoup de sacrifices vis-à-vis de ma personnalité pendant toutes ces années. Au niveau de... même les plus basiques, au niveau de mon apparence, longtemps, j'ai pas osé faire plein de trucs parce qu'on me disait c'est pas approprié, c'est pas... Même au niveau scolaire, tu peux pas... Même quand c'est des trucs qui sont traditionnellement valorisés, c'est-à-dire, je sais pas, être rapide, être bon en classe, il faut être bon en classe d'une certaine manière. On peut pas aller trop vite, on peut pas en savoir plus que le prof. On peut pas partager certaines choses qui sont considérées comme pas scolaires, même si c'est du savoir. Le scolaire, le par cœur, le recraché est beaucoup plus valorisé que la curiosité authentique, en quelque sorte. Toute cette histoire de changement au niveau de mes cheveux, même si le parcours a été un peu erratique, on va dire, ça m'a fait du bien parce que maintenant, je me préfère en cette couleur qu'en brune parce que je trouve que, je sais pas, ça représente mieux comment je me sens vis-à-vis de moi-même, ma personnalité. En général, ça va
je trouve que ça va mieux avec les fringues que je porte. Et je suis assez contente de ça parce qu'on va dire, c'était un peu aussi symbolique. Ça représentait aussi un peu, en quelque sorte, une nouvelle étape. Et en ce moment, j'en ai traversé pas mal de nouvelles étapes. Donc, je suis assez contente vis-à-vis de ça. Moi, j'aime bien. J'aimais beaucoup avant. Gris, c'est moins évident quand même pour moi. C'est pas facile. Ce que j'ai décidé, c'est de l'accompagner dans tous ses choix. La méthode, elle te parle, tu lui parles, comment ça se... Ça se passe bien quand c'est elle qui provoque la discussion. Si c'est moi, en fait, qui lui pose des questions et qui essaie de savoir des choses ou... Voilà, mais je sais jamais si je vais tomber au bon moment ou pas. Et j'ai toujours peur, moi, de me faire engueuler, ou d'aller au conflit, etc. Et j'ai pas envie de ça du tout. Oui, en ce moment, c'est sûr. Voilà, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de conflit, j'ai pas envie de... Donc bon, j'attends que les choses viennent d'elle. En fait, moi, ce dont je me suis rendu compte quand on a... les dernières discussions un peu musclées, c'est qu'en fait, comme elle a une forte capacité d'argumenter, on argumente sur la politique, le féminisme, sur la diversité, enfin tous les sujets qui lui tiennent à cœur, on va dire. Voilà, ces espèces de joutes oratoires, finalement, c'est pas très positif. Bah oui, parce que c'est pas une discussion entre deux adultes. Voilà, c'est pas une discussion entre deux adultes, même si j'ai l'impression que c'est une adulte, mais elle reste une enfant et à un moment, elle veut des câlins, au fond. C'est ça l'histoire. Enfin, moi, elle veut qu'on l'écoute, en fait. Elle veut qu'on l'écoute. Oui, elle veut qu'on l'écoute, elle veut qu'on l'aime, elle veut qu'on la rassure, elle veut qu'on soit des parents, quoi. La précocité, ça m'a coûté, et ça me coûte encore très très cher, particulièrement au niveau de la santé mentale, parce que j'ai tendance je suis hypersensible et j'ai un trouble anxieux et j'ai des gros problèmes au niveau de l'angoisse. Et l'année dernière, à cause de tous ces problèmes, c'était tel que j'ai fait une dépression parce que je pouvais plus supporter. À un moment, c'était trop, ça me coûtait trop. J'arrivais plus à avancer, j'arrivais plus même à fonctionner normalement. Et je pense qu'à différents niveaux, ça m'a durablement fait du mal. Mais d'un autre côté, ça m'a aussi permis de réaliser énormément de choses, même beaucoup plus de choses que la plupart des gens normaux, je pense. Tu te souviens, à un moment donné, avec papa, tu voulais... Ouais, je voulais absolument aller à l'étranger. Tu voulais partir... Ah là, ça a duré, ça. Ouais. Tu voulais partir aux États-Unis, non? Non, même pas. Je me souviens pas. Même pas. Genre, il y avait le Brésil, en Australie, des trucs comme ça. Ça avait l'air trop cool. Mais je sais pas, genre, pour moi, c'était plutôt dans une... L'utilité, elle est pas forcément juste dans la langue que t'apprends, parce que tu vis genre 10 milliards de trucs quand tu vas là-bas, tu vois. Mais j'avais pas compris qu'en fait, tu voulais vivre des choses différentes. Et puis à 14 ans, moi, ça me faisait peur, en fait. De toute façon, en septembre, t'as tout arrêté, alors. Donc, les ennuis ont commencé à ce moment-là. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, avec mes parents et ma famille, je dirais que on est encore en pleine restructuration, en fait. Ma mère, surtout, a pris conscience d'énormément de choses. Mon père, ça prend plus de temps. Parce qu'eux aussi, ils ont des bagages, etc. Mais c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui se fait, qui est long, qui se fait pas du jour au lendemain. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
bois. C'est aigu. Bois. Tu veux de l'eau? Ah, pour le moment, merci. Ce n'est certainement pas mes parents qui me donnent cette pression. Pour les notes, peut-être. Mais pour le chant, le piano, tout ça... Non, ça c'est moi. C'est plus moi qui me mets la pression que mes parents. Mes parents, au contraire, ils veulent m'aider. Ils veulent m'aider et ils veulent que j'ai une belle vie. C'est bon. Et ils me mettent pas du tout la pression. C'est ça que j'aime. C'est qu'eux, ils me comprennent. Ils me comprennent peut-être mieux que tous les psychologues de la Terre. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. T'as regardé le livre d'avant? Bah oui, j'ai déjà tout regardé, j'ai feuilleté pour savoir ce qu'on allait faire quand même. Hein. Parce que là... Sauf que là, le problème avec Suzanne, c'est qu'elle est pas très gentille avec moi, sauf que Blanche, elle est trop sympa. Je sais pas comment faire, quoi, tu vois. Parce que j'ai pas envie de rester tout seul, j'ai même plus de livres. J'ai plus de livres qui me plaisent, désolée. Oui. Et surtout, j'ai lu, je sais plus, c'est un livre à toi. Une maman parisienne pour se détendre. Bah quoi? Il y a un ami qui est ça. Ouais, oui. Donc t'as pas envie de rester seule? Non. Et t'as pas envie d'être pas bien avec les autres? Non. Alors on fait comment? Je sais pas. Faut savoir, hein. Je sais pas maintenant. Et puis comme tu dis, c'est pas... Faudrait que les gens changent. Tous sauf toi. C'est ça. Parce que moi, je m'aime bien comme je suis. Tu sais, c'est un peu cette tendance, ce défaut qu'on a, toi et moi, à croire que quand il y a quelque chose qui existe à un moment donné, ça va être comme ça tout le temps. Je sais pas, toi, t'as déjà été comme ça à chaque fois, rangé dans toutes les écoles, avec des gens Moi, pas je me suis sympas. toujours arrangée pour pas faire partie du groupe. Je savais jamais ce qu'il fallait dire. Je trouvais qu'on prenait beaucoup de risques. Mais toi, t'arrives à prendre ces risques? Bah oui. Bah, c'est bien. Peut-être que je me rends pas compte du danger, comme, tu vois. Vous reprenez votre cahier, vous relisez le fruit de vos recherches et on va dialoguer à propos de vos recherches. Oui? Baissez les mains les autres, ça sert à rien puisque là c'est Alexandre qui est interrogé. Kant pense que le mensonge n'est jamais juste. Il fait valoir que les hommes naissent avec une dignité humaine, entre guillemets, et qu'en mentant, il la remet en cause et corrompt la qualité morale de l'homme. Pour lui, le mensonge, même involontaire, par exemple, tu ne sais pas que tu mens, tu ne fais pas exprès, ou bien intentionné, par exemple, c'est pour aider quelqu'un et que ça n'a pas de conséquences négatives, ça n'a que des conséquences positives, est une faute morale. Par contre, nous avons le droit de ne pas dire toute la vérité. Tu as le droit de n'en dire qu'une partie. Donc, tu peux faire du mensonge par obsolète. Par omission. Omission, désolé, j'ai pas écrit mensonge par omission. Hein. Mais en fait, alors Kant, est-ce qu'il dit qu'il faut tout le temps dire la vérité ou qu'on a le droit de ne pas répondre à une question? Alors pour Kant, on ne doit pas toujours dire la vérité si on nous la demande telle qu'elle, mais on peut dire la vérité dans le sens où je n'ai pas envie de dire la vérité, ça c'est une vérité. Donc pour Kant, il vaut mieux trancher pour le vrai, quoi qu'il arrive, même si ça fait souffrir. Mais je suis plutôt pour Benjamin Constant. Je sais. Je ne suis ni pour Kant ni pour Constant parce que je trouve que tous les deux ont pas tort en fait. Enfin, c'est bon et voilà, c'est un peu compliqué aussi. Il ne se place pas du même point de vue, c'est-à-dire que pour Kant, c'est inhumain parce que ça nuit à l'humanité de mentir. Il dit que c'est alors inhumain, mais en tant qu'humain, s'il dit ça, c'est faux. Parce que l'humain ne pourrait pas mentir si c'est inhumain. Enfin, alors, voilà, on ne peut pas, si c'est humain,
Donc si c'est humain. Donc, Parce que là, il y a deux définitions de l'humain qu'il faut prendre en compte. Oui. L'humain en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Et l'humain en tant qu'humanité, oui. En tant qu'humanité, en tant que qualité, pourquoi pas. Mais personne n'est parfait. Kant voudrait que tout soit parfait. Non, il voudrait qu'on vise la perfection. Qu'on vise la perfection. Mais viser la perfection, déjà qu'on peut pas être parfait, c'est impossible ça. Mais c'est un idéal. C'est un idéal, bah non en fait. Parce Si, que un si on idéal. était parfait, à quoi servirait la vie de pouvoir apprendre à être parfait? C'est un idéal au sens une image, pas un idéal au sens une utopie. C'est-à-dire, tu peux lui expliquer la différence? Bah, il y a un idéal qui est l'idéal, la perfection, et justement ce dont on parle. Et il y a l'idéal qui est, comment dire, une métaphore en quelque sorte. Oui, mais ça serait l'idéal. Ça voudrait dire que ça serait que tout le monde soit parfait. Mais même si on disait pas que c'était l'idéal, qu'on soit parfait ou qu'on soit parfait, à quoi servirait de vivre et d'apprendre? Puisque de toute façon, nous sommes parfaits. De toute façon, on est parfait. Parfait, je pense qu'on s'ennuierait à mourir. Oui. Kant, même si c'était un philosophe du XVIIIe siècle, encore aujourd'hui, ça nous questionne. Du XVIIIe siècle? XVIIIe siècle. XVIIIe siècle. Mais c'était il y a 3 siècles. Exactement. Mais c'était il y a pas longtemps. Comment on peut parler encore de lui? Mais comme si on parle encore. Et ça ressemble à un arbre, mais alors oui, il y a du caractère, il y a du mouvement, il y a des choses. Après, tu peux travailler en tapotant davantage. Tu as l'impression d'avoir appliqué ma méthode. Mais oui, j'ai fait d'abord le ça, puis ensuite légèrement le truc, mais après ça a dérivé. Est-ce que tu as, comme je l'ai indiqué, fait un travail sur le geste? Oui, j'ai fait ça. Est-ce que c'est ça que j'ai montré? Non. Qu'est-ce que j'ai montré? Si tu regardais à la loupe, tu verrais qu'il y a des nombres de grilles différentes. T'en as 10. Et toi, t'en as, allez, 2. Mais j'essaye, j'arrive pas. Alors, il faut que tu ailles les chercher. Avec la gomme, avec le fusain. Il faut que tu ailles les chercher, les niveaux de gris. Je t'ai expliqué. Tu dessines l'ensemble. Ok. Partout, l'intérieur. Tu Même contournes pas. Ok, moi, Contourne pas. Pourquoi tu t'es fait ça? Parce que je m'ennuie. J'arrive pas. Alors je me dessine. C'est plus amusant. C'est interdit. T'as déjà essayé de dessiner sur la peau? Elle a décidé de Mais sur le visage, tu vois pas, techniquement. Bah oui, mais tu fais juste ça, de façon compliquée. J'ai fait ça en petite section. Moi, je suis toujours en petite section. 2B, qu'est-ce que tu as fait, Joséphine? Tu as fait la guerre, attendez ça. Elle a fait comme un copine. Oui, comme sur ton visage. Eh ben écoute, est-ce que c'était une expérience agréable? Bah, Elle est ramolleuse. Je sais pas ce que j'ai fait sur mon visage, mais c'est sans doute plus joli. Magnifique. C'est plus joli, c'est philosophique. Non, oui. Quand je me sens pas à la hauteur, ça me rend triste. Ou quand je sais que je peux faire un truc, que je peux y arriver, que j'en ai les capacités, et que quelque chose m'en empêche, des limites psychologiques ou physiques. J'ai toujours une imagination plus forte que ce que je... Enfin, dans ma tête, c'est toujours plus joli. Comme ça ressemble pas du tout à ce que je fais vraiment, ou à ce que j'écris, ou que ça ressemble pas à ce que j'aime. Ça représente pas mon univers. J'aimerais pouvoir être comme les grands auteurs ou les grands metteurs en scène, faire rentrer quelqu'un dans l'univers directement. En vrai, j'ai raté ce dessin. C'est pas grave. Joséphine, elle est beaucoup dans la dévalorisation, toujours. Elle pense qu'elle est inintéressante avec les autres. Enfin, c'est la fois où j'avais parlé, c'est ce qui était ressorti. Elle est inintéressante, elle est pas aussi... elle est moins que les autres, quoi. Et elle doute beaucoup, elle est précoce. Hein. Mais il y a un an, elle m'avait dit, mais est-ce que j'ai ma place dans cette école? Parce que je vois pas du tout en quoi je suis précoce. Et donc on avait parlé de sa sensibilité, on avait parlé de ses idées. Et je lui avais réexpliqué que c'était pas une question de performance et certainement pas de performance scolaire.
Alors, mademoiselle. Oui. Toi que tu as toujours beaucoup de choses à dire, tu ne sais pas quoi me dire aujourd'hui. Non. Pour quelle raison? Je sais pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Moi, j'ai vu une Alice complètement différente par rapport à l'Alice que je connaissais en classe. Mais là, en voyage en Andalousie, c'était pas la même chose. Bah oui, parce que déjà on avait plus de liberté et que c'était pas les cours. Jeanne et moi, on partait un peu n'importe où pour pouvoir regarder tout ce qu'il y avait. Et quelquefois, on trouvait que ça avançait pas super vite. Est-ce que tu te rends compte que le voyage, c'est pas que au rythme de Jeanne ou au rythme d'Alice ou au rythme de Tom, mais c'est que le rythme du groupe. Et c'est là où il faut travailler aussi. J'ai pas envie d'y travailler. Ah? J'ai pas envie d'y travailler. Pourquoi? Parce que ça m'ennuie. Ça t'ennuie le fait... À quel point ça t'ennuie? Je préfère encore essayer toute seule et encore me prendre des alertes plutôt que d'y travailler. Ah bon? Oui. Ça, c'est bizarre que tu me dises comme ça. Je comprends pas. D'y travailler, ça veut dire que toi, tu essayes de faire un travail sur toi-même, tu essayes de faire en sorte d'être plus à l'aise dans les choses, plus à l'aise dans un Déjà, il prochain y aura pas d'autres voyages de classe, donc c'est pas très grave. L'année prochaine, oui. C'est l'année prochaine, je vais vous dire franchement. Mais une alerte maintenant, c'est un peu tard. C'est pas... Je l'aurais encore compris si jamais ça avait été lundi d'après les vacances, ou samedi, ou mardi d'après les vacances, ou mercredi. Mais là, c'est un peu tard. Il y a des profs qui les ont mis rien que il y a quelques jours, Alice. Et surtout, je suis en retard avec toi parce qu'avant, je veux t'en parler. Avant, je veux que tu saches les raisons pour lesquelles je te la donne. Par rapport aux alertes, justement, on se concerne entre profs. Donc, Jeanne et moi, on aura une alerte 3 semaines après. Oui. C'est pas un peu bizarre et un peu tard? Je n'arrive pas à comprendre pour quelle raison tu réagis comme ça. C'est pas un acte de trahison que je fais, ni un acte de méchanceté. Bah, c'est un peu comme ça qu'on le ressent. Si je suis là pour t'expliquer ce que c'est pas comme ça, Alice. Je suis instituteur. Je survis. Ma mère. Mes soeurs, mon frère. Personne ne travaille. Oui. Donc, je pense Norman devrait être un peu plus joyeux parce qu'il est amoureux, enfin voilà. Il a un peu de mal à manger, mais il y a quand même des trucs positifs dans sa vie, quoi. Faut pas déconner, hein. Il a un peu de mal à manger. D'accord. Joséphine? C'est vrai qu'on attendait la lettre de suicide à la fin. Mais c'était triste. Oui. Mais je le voyais pas comme ça au départ, Ouais. l'enseignant. Mais du coup, maintenant, je le vois comme ça. N'oubliez pas de prendre en compte le fait que ces personnages-là viennent se confier seuls. Oui. Hein? On fait ce travail-là aussi pour voir comment on peut enrichir le personnage au contact des autres. Là, il est tout seul. Peut-être que tout seul, il est véritablement comme ça, chez lui. Je suis comédienne. Enfin, je suis une comédienne connue. Plutôt j'étais. Avant de déménager dans cette campagne, il m'empêche de vivre, il m'empêche de respirer. Il veut changer les lois du théâtre. Mais qu'est-ce qui lui prend? On change pas les lois du théâtre comme ça alors qu'on n'est qu'un amateur. Il veut tout le temps, continuellement, imposer sa vision. En plus, il m'a même pas pris comme actrice. C'est quand même un comble. Il a préféré prendre une autre amatrice. Au moins comme ça, c'est un spectacle d'amateur total. On voyait bien plus Arcadina. C'est quand même quelqu'un d'assez arrogant. Oui. Très arrogant et qui... Mais tu as réussi à trouver chez toi, alors qu'il n'y en a pas du tout naturellement, une certaine forme d'arrogance. C'est bien. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si vous avez trouvé ça, mais moi j'ai trouvé que son assurance cachait quelque chose. Il y avait plein de moments de faiblesse. Il y avait plein de moments où on se disait, elle essaie de nous montrer qu'elle est sûre d'elle, mais en réalité, on voit bien qu'elle est assez mal à l'aise. D'accord? Et on voyait bien que c'était une volonté de Joséphine. C'était pas du tout Joséphine qui était mal à l'aise. C'était quand même une volonté de Joséphine. Elle voulait montrer que le personnage avait des failles, contrairement à ce qu'elle disait. D'accord? Surtout que là, elle est seule.
On est tous en train de la regarder, elle devrait être à l'aise, elle est comédienne. Elle n'était pas très à l'aise par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. C'était bien parce que tu as trouvé des arguments, là, ça t'est venu, on a vu l'élan vital derrière. Donc très bien. Joséphine, elle enquête d'absolu. Pour qu'elle ait le sentiment de s'être accomplie par rapport à elle-même et par rapport à ce qu'elle veut. Pour ça que Joséphine, on parle souvent effectivement de mais qu'est-ce que je vais faire plus tard et quelle va être ma vie et comment voilà et est-ce que j'arriverai à faire tout ce dont j'ai envie. C'est bizarre de travailler dans un bureau tout le temps et je sais pas, de s'enfermer dans un bureau, c'est peut-être très intéressant, mais moi je peux pas faire ça. Ça fait 3 ans qu'on lui fait passer l'examen pour le retour dans le public, qu'elle l'a à chaque fois. Elle aurait bien aimé rentrer au lycée Molière, qui est dans le quartier et qui est justement un lycée réputé pour son option théâtre. Et elle n'a pas été admise et l'éducation nationale lui a proposé une formation en travaux publics, je crois, ou je sais plus. Donc j'aimerais bien qu'elle trouve effectivement sa place dans la société. Et trouver sa place dans la société, ça veut dire que voilà, à un moment, on ne peut plus être dans un système un peu parallèle et surtout très, très protecteur, justement. Donc Joséphine. Alors, je vous lis l'appréciation. Joséphine, tu es une élève très investie. Ton travail est régulier et ta participation enthousiaste au cours est très appréciée, en particulier en anglais et en sciences. Tu as grandement amélioré la structure que tu donnes à tes compositions et même si tu dois encore travailler la fluidité et la précision de ton argumentation, ta progression est très satisfaisante. Nous t'encourageons à continuer sur cette voie au second semestre. Et alors, ce qui est magique, c'est qu'elle a quand même 13,5 de moyenne générale. Et qu'il y a encore 2 ans, elle était désespérée dans les couloirs en me disant « Est-ce que je vais pouvoir aller en L ?» Mais ça me paraît tellement inimaginable de la voir ailleurs que là où elle est, que ça fait plaisir. Mais en même temps, elle est tellement courageuse. Elle dit ça, mais en même temps, dans les faits, dans les actes, elle s'est toujours donné les moyens d'aller au-delà de ce qu'elle savait faire, de respecter chacun des conseils minutieusement, de travailler d'arrache-pied à la maison, de faire à la fois de son mieux pour nous satisfaire et se satisfaire elle-même. Elle a toujours été dans cette dynamique-là Toujours, et depuis qu'elle est toute petite. Exactement. Ouais. Joséphine, clairement, je ne suis pas dans sa tête, donc je ne peux pas savoir, mais son objectif, ça a l'air de réussir dans l'absolu, d'être heureuse, d'être passionnée, de se donner les moyens de faire ce qu'elle a envie de faire. C'est quelqu'un qui travaille. Ah, mais c'est ça. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui travaille. Elle est l'exemple même que quand on travaille, ça paye. Hein. Ah bah ça, c'est... Elle bosse, Et comme ce qu'on met, c'est surtout aussi sur la motivation et le maximum atteint ou pas. Là, elle est vraiment au maximum pour moi. Donc, ouais. Surtout qu'on serait sans doute oui, proche des pour moi, 14 s'il n'y avait pas la note d'espagnol. Dans ce que j'ai vu d'elle. Après, en théâtre ou en philo? Les deux. Et ce qui est remarquable aussi, parce que là je suis sur le tableau avec les absences et les retards, elle a 0 minute de retard, 0 absence. Hein. C'est vrai. Et toute sa scolarité, ça a été comme ça. Assiduité maximum. Bon, on passe aux autres filières. Tiens, regarde, je viens de retomber là-dessus. Moi, ce que je remarque, c'est, regarde, t'as déjà une tête avec un regard pénétrant. Tu regardes, Inès aussi était un peu différente des autres. Elle était un peu comme moi, elle était peureuse, elle posait cette question, et voilà. T'as l'impression d'être peureuse? Moi, je suis, pas peureuse et tout ça, mais je réfléchis tellement trop que ça me fait peur. Quoi? Comment ça? Pourquoi est-ce que le fait de réfléchir beaucoup fait peur? Non, c'est pas ça. En fait, c'est tu réfléchis à tout ce qui pourrait se passer, si jamais tu tombais, peut-être que tu vas tomber, que tu vas te casser quelque chose. À toutes les éventualités, tu veux dire? Toutes les éventualités. Il y en a tellement que t'es paralysé et tu sais plus quoi faire. Parce que moi, j'ai vu que il y avait une différence. En tout cas, j'ai ressenti une différence très très forte, aussi loin que je me souvienne dès que t'es née. C'était différent pour te faire manger, c'était différent parce que tu dormais pas. T'avais un regard complètement magnétique. Les gens nous arrêtaient dans la rue, donc je voyais bien que c'était différent. Par contre, je pensais pas que c'était à cause de toi, je pensais que c'était parce que papa et moi, on s'y prenait très mal. Et encore maintenant, alors que je le sais, hein, j'arrive encore à douter. De quoi? Que c'est pas de ma faute. Ça peut pas être ta faute. Moi, j'ai souvent l'impression que c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que j'ai pas su m'y prendre.
Et du coup, je t'ai laissé. C'est pas parce que t'as pas réussi à t'y prendre que je vais être différente. Non, mais régulièrement, je me dis, est-ce que c'est pas parce que je m'y suis très mal prise? Ou est-ce que c'est pas parce que je t'ai fait passer des mauvais messages? Ou est-ce que c'est pas parce que j'ai fait n'importe quoi, je savais pas te prendre au bon moment ou, tu vois? Mais non. Cette relation, avec ma mère, avec mon père, j'ai jamais eu une énorme relation. Ça n'a jamais été une relation formidable. C'est mon père et on se comprend pas toujours super bien. Et mon père a du mal à accepter que je sois presque comme lui, en fait. Que je me pose 1000 questions aussi dessus et que il trouve ça... Il est confronté à ses propres défauts par sa fille. Et pour lui, ça fait... Quelquefois, ça peut le... C'est compliqué quand même entre nous. C'est pas toujours facile. Et puis avec ma mère, j'ai plus de facilité, j'arrive à mieux lui parler. Mais souvent, j'ai envie qu'elle me lâche et j'ai plus envie. Quelquefois, j'ai envie de faire ma vie à moi et d'être plus comme moi je suis. J'ai plus de 3 ans. Et j'ai envie de pouvoir... de plus avoir de contact, mais plutôt pas de contact physique, mais plutôt de la contact de la pensée. Et des contacts... de parler en adulte, pas de parler en gneugneux et câlin, bisous, tout ça. Enfin, voilà. Watashi no uchi. Watashi no atarashi uchi wa shizuka na tokoro ni arimasu. Ma nouvelle maison est située dans un endroit calme. Oui. À côté de chez moi, il y a un joli parc. Oui. Pour expliquer ce texte, effectivement, on ne va pas forcément prendre exactement les mêmes outils que pour le commentaire du texte poétique. On va beaucoup plus s'intéresser à la thèse générale de cet extrait et voir comment il argumente, comment il essaye de défendre ses idées et de nous convaincre. Bien. Donc, nous passons à Héloïse. Elle frôle la perfection. Elle a 17,80. Au bac blanc, elle a réussi au bac blanc, vite fait. Tu lui parles de ses talents, toi, en français. Mais tu lui dis pas quels talents. Tous. Et tu parlais d'authenticité. Moi, je pense qu'Héloïse, elle a des conflits intérieurs qui sont encore très, très présents. Je me dis que cette excellence, c'est peut-être pas exactement ce qu'il lui faut. Déjà, elle est souvent très fatiguée parce qu'elle me dit qu'elle travaille tout le temps. Et moi, j'ai peur qu'à un moment, elle implose. Et c'est vrai que c'est le risque de ce type de profil. Ça lui va quand même de vouloir être aussi bonne que ça. Parce qu'elle est quand même aussi bonne que ça. Elle a 18,5 dans 3 matières. Donc, moi, je suis assez d'accord avec Alice. J'ai l'impression que c'est la partie de son identité dont elle n'a pas voulu se départir. Oui. Je l'ai vue déjà être mieux, se sentir à l'aise et se laisser aller depuis septembre. Parce qu'en septembre, elle était toujours habillée en noir, dans ses jeans très serrés. Là, elle met de la couleur et ça me fait plaisir de la voir comme ça. Ça me fait plaisir de la voir avec de la couleur, de se lâcher, de se montrer exubérante. Ça me fait plaisir. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle quitte ici en étant toujours excellente, parce que oui, ça lui va bien, mais en l'étant par plaisir au lieu de l'être par pression. Mais moi, je sais pas, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera le cas. Bon, je les lui mets. Les félicitations. On commence par octave 10,23 de moyenne générale. Et donc, a priori, il se destine à une première L, mais dans un autre établissement. C'est ça ? C'est toujours la même chose. Enfin, c'est vraiment exactement le même bulletin qu'au premier semestre, quoi. C'est-à-dire un manque d'implication. Quelquefois, il est là, quelquefois, il n'est pas là. Quand il est là, ça se passe bien. Mais globalement, pas très investi, pas très impliqué. Des devoirs non rendus.
Bah, ça reste, c'est-à-dire que pareil, là, à l'oral, c'était immédiat, donc il a joué sur la fulgurance, il a joué sur son aura, sur sa présence, sur ses connaissances par ailleurs en cinéma, en théâtre, etc. Donc il y allait au bluff, et ça fonctionne plutôt bien à l'oral. C'est un peu dommage parce que je pense qu'en soi, comme il fournit très peu et qu'il est quand même à 10-23 de moyenne, s'il fournissait ne serait-ce qu'un peu plus, c'est-à-dire même pas tout ce qu'on demande, mais un peu plus, il pourrait vraiment facilement être très très bon, quoi. Je pense que ça n'a pas de rapport avec son âge, parce que c'est vrai qu'il va rentrer l'année prochaine, il n'aura pas encore 14 ans, il les aura peu de temps après la rentrée. Mais c'est pas tant une question d'âge, donc je comprends qu'il ait envie qu'on oublie son âge et qu'on oublie tout ça. Je pense qu'il aurait 17 ans, ce serait pareil. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'il part dans un établissement où il y a beaucoup d'élèves, où il va pouvoir se fondre dans la masse, où il va... Ouais, c'est ça. Et du coup, il aura personne pour le suivre individuellement, surtout pas madame la directrice. C'est ça. Mais moi, je pense qu'il a surtout peur de « je travaille et je réussis quand même pas ». C'est-à-dire que je préfère avoir 10-23 en n'ayant rien foutu que d'avoir 14 en ayant travaillé pour avoir un 16. À mon avis, il y a beaucoup de ça quand même. Faut être heureux, je pense, ça donne une base de performance. Et c'est pas trop comment gérer son intellect. Voilà, donc c'est pour ça que je lui ai parlé de courage dans mon bilan de tutorat. Bah, surtout que ça va être un choc. Hein. Ouais, je lui ai dit que là, il fallait qu'il soit courageux, mais parfois c'est difficile et endurant. Je vais changer d'établissement, je serai obligé de m'y mettre. Je pense que le fait de changer d'établissement et de devoir montrer que je peux m'y mettre, ça me donne envie de m'y mettre. Voilà. C'est pour ça que je pense que l'année prochaine, je vais vraiment me mettre à travailler. C'est quoi une vie réussie qui te rendrait heureuse? C'est rencontrer une personne avec qui je veux faire ma vie, avoir des enfants et bien vivre avec eux au moins. Au moins ça. Vous voyez une petite fille qui ne réfléchissait pas pareil que les autres, donc on n'acceptait pas. Tout le monde me dit ça aurait été bien si ça n'avait pas existé, tout ça. Bah, je leur réponds, en fait si ça n'avait pas existé, la petite fille que je suis aujourd'hui n'aurait jamais existé parce que ça n'aurait pas pu être la même chose. J'estime pas que mon parcours c'est celui qui est le plus juste, mais j'estime que c'est celui qui me convient le mieux. La plupart des surdoués qu'on connaît, c'est tous des génies qui ont révolutionné l'univers, le monde et tout. Donc j'ai l'impression de ne pas avoir eu ce déclic qui peut me mener, avoir toutes mes capacités qui se révèlent enfin. J'ai pas eu ce déclic, alors je peux pas encore me sentir totalement surdouée précoce. J'aime pas trop ces mots. Peut-être qu'un jour on inventera un mot qui correspondra vraiment. Par exemple? Peut devenir extraordinaire. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Voilà pour ce film réalisé au cours de l'année scolaire de l'année dernière. Et je salue et remercie encore ce soir chaleureusement Nelly Dussos et toute l'équipe de l'école Georges Gusdorf qui m'ont accueilli pendant une année entière. Je remercie également aussi les enfants et leurs familles pour leur confiance.
Et avec nous pour prolonger le film, 2 invités. Jean-Marc Huard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'enseignement scolaire, un poste qu'a occupé pendant la présidence de Nicolas Sarkozy l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dont vous dépendez. Et Jeanne Siot-Fachin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne. Vous travaillez sur ce sujet de la précocité depuis très longtemps. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Je vais commencer avec vous en 2 mots. Qu'est-ce qui doit mettre la puce à l'oreille pour identifier, je crois que vous aussi vous préférez identifier à détecter, qui est un peu péjoratif, identifier un enfant précoce, un enfant surdoué, puisque c'est un peu synonyme. C'est-à-dire que surtout identifier, ça sort de la pathologie. Ce ne sont pas des enfants qui sont pathologiques. Et ce qui vraiment qui est très marquant avec ces enfants, c'est leur intensité de fonctionnement. Ce sont des enfants qui sont bouillonnants de curiosité, qui sont effectivement en mouvement à la fois dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur. Ce sont des enfants qui ont une présence au monde qui est très singulière. Et à l'école, ils ont vraiment, et comme tous les enfants, mais toujours avec eux, toujours de façon plus puissante, cette forme de curiosité, d'être là, de comprendre, d'entendre, d'apprendre, ce qui quelquefois peut être en décalage avec le format classique d'école où il faut plutôt être parfois moins dans cette soif, dans cette intensité de savoir et de comprendre. Jean-Marc Huard, pour rebondir tout de suite sur ce que dit Jeanne Siot-Fachin, la plupart de ces enfants que j'ai rencontrés et de leurs parents disent que souvent ils ont été éteints par le système au sens large. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors il ne faut pas que ce soit le cas. Il faut, et c'est déjà très largement le cas dans les établissements scolaires, il faut à la fois que nous soyons en mesure d'identifier ces enfants le plus tôt possible, le plus précocement possible, et puis il faut que nous soyons en mesure de les accompagner. Les enseignants, vous savez, sont extrêmement bienveillants à l'égard des enfants. Pas tous. Ils le sont dans leur très, très grande majorité, et je crois que c'est pour ça qu'ils ont choisi ce métier. À partir du moment où nous accompagnons nous-mêmes les enseignants, et il faut que nous mettions en place un accompagnement spécifique, il faut que nous mettions en place une formation spécifique pour les enseignants. Nous allons mettre en place à la prochaine année scolaire, l'année scolaire 2018-2019, un plan national de formation où nous voulons former l'ensemble des référents académique et de manière à ce que jusqu'aux établissements scolaires, sur la précocité, spécifiquement sur la précocité. Nous allons profiter d'une dynamique qui va s'enclencher le 10 avril avec un colloque international qui est organisé notamment en partenariat avec l'Académie de Paris, où il y a de nombreux participants internationaux. Et fort de cette dynamique, nous allons à la fois accentuer la production de ressources pour les enseignants, mais aussi pour les parents d'élèves, et décliner un plan de formation en académie. Est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus concret, nous donner 2-3 exemples de ce qui va pouvoir être fait ? Parce qu'aujourd'hui, souvent, on attend que le mal-être se manifeste. Parce que, on l'a vu dans le film, beaucoup de ces enfants masquent tout, gardent tout pour eux, notamment les filles. Les classes du système public sont souvent surchargées, les profs sont souvent débordés et la majorité d'entre eux fait le maximum tant bien que mal. Quelques exemples concrets qui vont faire que ces enfants ne vont plus passer entre les mailles du filet. Alors, on a un principe qui date d'il y a quelques années, qui est de favoriser le plus possible l'inclusion scolaire. Mais l'inclusion scolaire, ça ne veut pas dire qu'on ait la même chose pour tous les enfants. Nous avons des enfants à besoins éducatifs particuliers, et c'est le cas de ces enfants intellectuellement précoces. Il faut, encore une fois, je l'indiquais, pouvoir les identifier. Ensuite, on doit pouvoir différencier la pédagogie, faire en sorte, c'est le cas aujourd'hui pour un certain nombre d'entre eux, qu'on puisse leur proposer des approfondissements scolaires, qu'on puisse leur proposer des activités. Ils ont une appétence assez forte pour les enseignements artistiques, par exemple. Ils doivent être en mesure de suivre les enseignements artistiques. Jeanne Siot-Fachin, on entend dire parfois « Ah mais oui, mais ce sont des enfants qui viennent de milieux privilégiés ». Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que parfois, ils sont plus facilement, plus volontiers identifiés dans les milieux peut-être privilégiés. Mais en réalité, est-ce qu'il y a des enfants précoces et surdoués dans tous les milieux ? Oui, absolument. On a l'impression qu'on confond QI et milieu social. C'est-à-dire qu'on confond beaucoup de choses. On confond QI et milieu social, effectivement, alors que là, on le sait, il y a des enfants surdoués dans
tous les milieux, quels que soient les milieux, mais c'est beaucoup plus difficile d'être surdoué dans un milieu défavorisé parce que l'intelligence n'est pas valorisée. Et puis, l'autre chose que vous avez souligné, Marie, qui est particulièrement importante, c'est que effectivement, il faut être prudent avec les filles parce que les filles, elles ont des capacités d'adaptation et d'inhibition qui les rendent souvent totalement adaptées, en tout cas, elles semblent adaptées au système et c'est important. Et là aussi, il y a autant de filles que de garçons. Autant pour les autres troubles dont on parlait, par exemple pour tout le club des 10, les dyslexies, les dyspraxies, etc. Il y a plus de garçons statistiquement que de filles. Autant chez les surdoués, il y a autant de garçons que de filles, et réciproquement. Et ça, c'est important. En même temps, c'est important de les identifier, mais aussi, il y en a qui fonctionnent avec le système, qui s'en débrouillent. Comme on le disait aussi, c'est-à-dire que c'est une question de capacité à absorber le sentiment de différence. Parce que c'est pas la différence qui fait souffrir d'une façon générale. C'est le sentiment de différence qu'on peut éprouver et c'est le fait d'avoir une confiance en soi qui est écornée par l'environnement dans lequel on grandit, par le regard des autres et qui progressivement, effectivement, ne permet plus d'aller puiser dans ses propres ressources pour avancer. Mais d'ailleurs, ces enfants ne sont-ils pas victimes de l'interprétation que nous, adultes, parents, enseignants, faisons d'eux ? Oui, bien sûr, parce qu'on parlait de représentation, il y a beaucoup de mythes là encore, c'est-à-dire qu'on a tendance à confondre et à superposer la réussite académique et la réussite dans la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir accompagner des enfants, et on le voit bien dans votre film particulièrement sensible et touchant, que ce qui vous intéresse vous aussi, c'est d'être auprès de ces enfants-là pour les aider à se déployer avec ce qu'ils sont sur leur propre chemin de vie. Je crois que c'est ça qui est important, et c'est ça aussi la mission, je l'espère, de l'éducation nationale. Mais on confond beaucoup, donc on se dit, celui-là est très intelligent, donc par une espèce d'équation un peu magique, il va tout réussir, tout brillamment, tout facilement. Et comme vous l'avez vu à travers votre reportage, ça se passe pas toujours comme ça. Ça peut se passer pour certains, mais la réussite académique, c'est pas la réussite dans la vie. Il y a plein de voies pour pouvoir réussir dans la vie qui ne sont pas forcément des réussites brillantissimes. Et même quand moi, dans mon activité de consultation, j'ai reçu beaucoup de gens, beaucoup de patients, des adultes là, cette fois-ci, qui avaient des postes très enviés par les autres, des statuts très enviés par les autres. Mais quand vous passez en coulisses, c'est tout à fait autre chose qu'on trouve. On trouve de la vulnérabilité, on trouve de la fragilité, on trouve chez des adultes surdoués, des sentiments d'imposture, beaucoup, en particulier chez les filles. Le sentiment d'imposture. Je ne mérite pas d'être là et un jour, on finira par découvrir que je ne suis pas à ma place. Ça, on le retrouve beaucoup chez les adultes parce qu'évidemment, les enfants grandissent, Dieu soit loué, et deviennent des adultes plus ou moins bien dans leur vie, dans leur peau et dans leur cœur parce qu'il y a toute cette intensité émotionnelle, cette sensibilité qui conduit ces enfants à vibrer au moindre murmure du monde. Et un mot, que dire de ceux qui échouent, malgré beaucoup de qualités, et notamment leur grande qualité intellectuelle, leur sensibilité Alors ceux qui échouent, si vous me posez vraiment la question, je pourrais déjà dire que ça me fait beaucoup de peine. Et ceux qui échouent, je pense qu'il faut leur prendre solidement la main, parce que ces enfants-là, même quand ils vont mal, ils ont toujours une petite flamme au fond d'eux. Il y a toujours des ressources, il y a toujours quelque chose, même si c'est recouvert par des strates de difficultés, de souffrance ou de complexité de vie, il y a toujours quelque chose qu'on peut aller rechercher. Alors, Jean-Marc, justement, le rôle de l'éducation nationale, c'est aussi, voilà, on peut espérer que ce soit l'ambition que vous affichez ce soir, c'est de les prendre justement fermement par la main pour éviter qu'ils sombrent, qu'ils dégringolent et qu'ils échouent. Quelles sont les modalités de scolarisation de ces enfants ? En dehors du cadre type école Georges Gusdorf, comme on a vu, c'est-à-dire qui est une école spécialisée. Il y a plein de choses en France, mais de type de celle-ci est unique. Il y a maintenant des classes spécialisées dans des établissements classiques. Quels sont les types de scolarisation aujourd'hui ? Les solutions, quand on habite en milieu rural, dans cette école, il y a une maman, elle fait 6 heures de transport par jour pour son enfant. Aller-retour, aller-retour. L'objectif du ministre est très clair, c'est 100% de réussite pour tous les élèves. Bien sûr. C'est vrai, non, mais c'est une ambition extrêmement claire. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de réussite et nous mettons en œuvre tous les moyens pour le faire. Alors,
Pour répondre précisément à votre question, nous avons plusieurs types de scolarisation. Nous avons des collèges, je pense au collège Charcot de Joinville, dans l'académie de Créteil, qui met en place une structure où il accueille 65 enfants précoces, qui sont répartis d'ailleurs dans les classes, mais cette structure permet des moments de regroupement importants. Après, il y a de la scolarisation en milieu ordinaire. En règle générale, les enfants qui sont identifiés ont un aménagement de scolarité qui leur permet d'approfondir leurs connaissances et qui leur permet aussi de mettre en place des enseignements qui leur permettent de découvrir le monde, et notamment des enseignements artistiques. On a ensuite des raccourcissements de scolarité, c'est-à-dire le fait de sauter une classe. Pour être extrêmement concret, ça concerne à peu près un tiers de ces enfants. Ça résout pas toutes les difficultés, le fait oui, mais ça peut au moins apaiser le décalage. Et puis le regard des autres. C'est-à-dire de considérer que effectivement cet enfant-là a besoin de quelque chose de particulier. Et une fois encore, tous ces enfants-là n'ont pas besoin de quelque chose de particulier. Mais à partir du moment où il y en a un qui a besoin et que l'éducation nationale est capable de dire « je t'ai reconnu, je t'ai vu, je sais que tu existes », parce que vous parlez du collège Charcot, mais soyons honnêtes, c'est le seul en France quand même. Non, il y en a quelques autres aussi. Avec cette structure-là, oui, mais il y en a quelques autres. C'est vraiment le seul qui soit vraiment un peu adapté à ces enfants-là. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années que j'œuvre dans ce champ-là, il y a eu quand même beaucoup de progrès d'éducation nationale. Ne serait-ce que par la nomination des référents EIP, qui sont dans beaucoup d'académies de vraies personnes ressources. C'est-à-dire que dans chaque... Enfin, pardon, je parle sous votre contrôle là, cette fois-ci. Dans chaque académie, il y a un référent EIP pour ce fameux terme de enfant intellectuellement précoce, qui est la personne de référence qui va permettre de regrouper les dossiers qui peuvent remonter soit des équipes enseignantes, soit qui peut être activé sur la demande des parents. Voilà, et pour conclure, j'ai retrouvé en préparant cette émission la Convention relative aux droits de l'enfant. Vous voyez où je veux en venir, 1989, qui dit que les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à, et c'est simplement le petit a, favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité. Donc évidemment, c'est valable pour tous les enfants. Est-ce que vous pensez qu'un jour, sur ce plan-là, l'éducation nationale réussira à 100%? Mais l'ambition de l'éducation nationale, elle est celle-là. Je ne parle pas de l'ambition. Non, mais nous réussirons bien sûr. Je parle de l'obligation de résultat. Pour réussir, il faut évidemment d'avoir cette ambition. Vous savez, le ministre, il veut donner aux élèves, il le dit, des racines et des ailes. Et des racines, c'est insister sur les apprentissages fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui. Et des ailes, c'est l'épanouissement. Ça passe notamment par l'éducation artistique et culturelle, et ça passe par la valorisation de toutes les compétences. Merci beaucoup, Jean-Marc Leharme et Jeanne Siofachin d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau d'Infrarouge pour prolonger le film. Je vous laisse en compagnie de 25 nuances de Doc. Très bonne fin de soirée sur France 2. À bientôt.